précédentes et notamment de celle d'hier consacrée à l'éolien. Nous recevons cet après-midi M. Guillaume Decamp, c'est comme ça qu'on dit? Très bien. Directeur du développement, oui, du premier coup, directeur du développement France de Neoen. Madame Carlotta Gentile Latino. Très bien, hein? Bon, je commence bien l'après-midi. Je ne sais pas si je vais bien la finir. Directrice des activités terrestres France d'EDF Renouvelable. Et la troisième personne a changé. Donc c'est pas M. Nogier, c'est M. Gréau, David, délégué général d'Enerplan. Voilà. Vous êtes... D'accord, vous présenterez peut-être plus avant tout à l'heure. Donc avant de vous donner la parole, il m'est choix de vous rappeler, au regard de la loi, qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 14 et 15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et là, d'habitude, je dis bienvenue pour détendre l'atmosphère, des fois qu'elle serait tendue après ce propos. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Alors, on va procéder par ordre. Oh, il n'y a pas d'ordre, remarquez. Madame Gentile Latino. Je le jure. Je vous remercie, Monsieur Decamp. Et Monsieur Gréau. Merci, Monsieur. Donc le Sénat a constitué, donc pour rappel, le 18 janvier dernier, une commission d'enquête sur la production, la consommation et les prix de l'électricité aux horizons 2035 et 2050. Nos travaux sont consacrés au présent et à l'avenir du système électrique, avec des questions, une question de fond. Est-ce que ce système est en capacité de faire face à la demande, d'offrir aux particuliers et à nos entreprises une électricité à un prix raisonnable? Quelles sont ses perspectives de développement? Donc le 10 février 2022 à Belfort, le président de la République a formulé l'objectif d'un déploiement massif de solaire d'ici 2050, avec la multiplication par près de 10 de la puissance installée pour dépasser 100 gigawatts. Le chef de l'État ayant précisé à cette occasion, et je le cite, en veillant à un juste équilibre entre les installations en toiture et celles au sol. Ce chiffre est tout à fait considérable. Si tout le monde ou presque est favorable aux énergies renouvelables, celles d'entre elles qui sont intermittentes, dont le solaire, suscite néanmoins un certain nombre de questions légitimes que je vais lister et sur lesquelles on souhaiterait que vous puissiez vous exprimer. Comment intégrer efficacement cette électricité au système électrique compte tenu de son intermittence et en particulier comment compenser à la baisse comme à la hausse le caractère aléatoire, en tout cas non pilotable de leur production? Quelle est aujourd'hui la contribution du solaire à l'équilibre général du système électrique et notamment au maintien de sa fréquence et de sa tension? À une époque pas si lointaine, les experts estimaient que 30% d'électricité intermittente était une limite maximale à ne pas dépasser. Qu'en pensez-vous? Depuis plusieurs années, on nous annonce une baisse rapide des coûts du solaire comme de l'éolien. Pourtant, l'État continue de soutenir la filière de manière considérable. Quand cette filière sera-t-elle suffisamment mature pour se passer de ce soutien? Aujourd'hui, 90% des panneaux solaires proviennent de Chine, ce qui pose un triple problème de souveraineté énergétique d'abord, mais aussi de balance commerciale. Au-delà, les modes de production en Chine aboutissent à un bilan carbone du solaire de 40 à 55 grammes de CO2 par kilowatt produit, source ADEME, loin derrière l'éolien qui serait à 7 grammes ou le nucléaire entre 4 et 6. Comment remédier à cette situation pour cette filière? Pour l'instant, le solaire bénéficie d'une relative acceptabilité par les populations tant qu'il s'agit de panneaux directs sur le toit. Mais quelle est votre évaluation en termes d'une part d'acceptabilité sociale et d'autre part en termes d'emprise au sol et de conflit d'usage pour atteindre les objectifs de Belfort? Autrement dit, comment trouver les 100 à 200 000 hectares nécessaires sans empiéter sur les terres agricoles et défigurer, le cas échéant, les paysages. Voilà quelques thèmes sur lesquels notre rapporteur Vincent Delahaye, à qui je vais passer la parole, va vous interroger, ainsi que mes collègues présents, bien entendu. On vous propose de dérouler donc l'échange en quatre temps. D'abord, on va vous donner 10 minutes préliminaires donc pour un propos synthétique général.
Ensuite, je donnerai la parole à monsieur le rapporteur et à mes collègues pour une première série de questions. Vous y répondrez. Et si nécessaire, on terminera par un nouvel échange, un échange final de questions et de réponses. À ce stade, je donne la parole à monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le Président. Bonjour à tous. Je pense que j'ai salué à peu près tout le monde. Je partage les questions du Président. C'est vrai que notre souci, c'est de faire le tour un peu de toutes les sources de production d'électricité, plutôt décarbonées. Mais enfin, on a plutôt cette chance-là en France d'être sur des sources décarbonées. Donc on cherche à regarder l'équilibre général du système, surtout à faire en sorte que la production et la consommation suivent des courbes à peu près parallèles. En tout cas, à faire en sorte qu'on ait le moins de délestage possible et le moins de risque de coupure à terme. Donc c'est vrai que le solaire est une énergie renouvelable, mais non pilotable, et qui, pour l'instant, a sans doute le handicap qu'on a du mal, sauf en petite quantité, à stocker l'électricité. Donc, on aimerait vous entendre, bien sûr, sur vos attentes et vos inquiétudes éventuelles, vos espoirs aussi, par rapport au développement de la filière, au coût de production de cette filière, parce que même si c'est peut-être un côté... un élément que je ressors très souvent, mais on aime bien quand même avoir les éléments. Qu'est-ce qui vous paraît, vous, être à prendre comme fourchette de coût de production? Donc on entend des choses assez variables, donc c'est vrai qu'on aimerait bien vous entendre là-dessus. Quel bilan vous tirez du dispositif de prix garanti et de soutien de l'État, et est-ce que vous pensez qu'à un moment donné il est possible de sortir de ce système, ou est-ce qu'il faudra toujours en avoir un? Voilà, et puis le potentiel de développement, bien sûr, du solaire. On disait qu'il y a plutôt une bonne acceptabilité, c'est vrai, sur des petits solaires. Sur les grandes surfaces, ça devient un peu plus compliqué. Je disais qu'en Gironde, Engie avait un projet là, de 800 hectares. C'est quand même assez considérable, et c'est vrai que ça devient un petit peu plus difficile à faire accepter, même si on peut avoir un récit sur le sujet. Voilà, donc je suis comme le Président, je vous demanderai de bien vouloir respecter les 10 minutes de propos initiaux, de façon à ce qu'on puisse effectivement avoir un dialogue le plus interactif possible. Ah, Monsieur le Président. Madame Gentili-Latino, vous voulez ouvrir la série? Vous avez la parole. Parfait. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour votre invitation pour évoquer les enjeux du solaire. Énergie qui est de plus en plus importante pour le groupe EDF, que je représente aujourd'hui, pour la France et pour la transition énergétique. Transition énergétique, le défi du siècle. Impératif qui est non seulement climatique, mais également de résilience et de souveraineté. L'enjeu de la stratégie énergie-climat de notre pays est bien de sortir des 60% d'énergie fossile qui composent notre mix énergétique aujourd'hui. Nous aurons besoin à la fois de sobriété énergétique, d'efficacité et d'électricité décarbonée. 60%, c'est beaucoup, et si on veut sincèrement en sortir, on ne peut se priver d'aucune de ces solutions. Donc nous n'avons pas le luxe du choix. Inutile donc d'opposer le nucléaire aux renouvelables, l'éolien au solaire, les toitures solaires aux centrales solaires au sol. Il est urgent d'agir sur tous les leviers. Le groupe EDF que je représente porte une très forte ambition dans le solaire, à travers principalement 2 filiales, l'une sur le solaire distribué, l'autre sur le solaire au sol. Donc EDF ENR, qui est notamment le premier acteur sur le marché des toitures de maisons individuelles avec 22% de part de marché, en forte croissance dans les dernières années, notamment avec l'offre Mon Soleil et moi. EDF Renouvelable, qui développe des projets au sol, fait aujourd'hui partie des leaders du marché, comme l'illustre notre première place aux appels d'offres de la CRE sur la période 2020-2023. Nous exploitons aujourd'hui plus de 100 parcs solaires pour une puissance d'environ 800 MW.
Le marché du solaire, comme vous le savez, il est en très forte croissance, avec une répartition qui est sensiblement constante entre le sol, 55%, et les toitures, 45%, aussi bien en stock qu'en flux. Excusez-moi, vous avez dit 800 mégawatts, là, son parc 800 mégawatts. Ça, historiquement, vous avez commencé quand et ça progresse fortement ou à quelle allure ? On a commencé depuis le démarrage, donc nos premières installations de solaire datent de 2011-2012. Après, on a tous connu le moratoire sur le solaire. Et donc, depuis 2017, nous avons lancé le plein solaire, qui est crainte, donc une très forte ambition du groupe EDF en matière de solaire. Donc, devenir le leader du solaire en France avec 30% de part de marché. Et donc, à partir de ce lancement de plan en 2017, le temps de créer les équipes structurées, développer le projet, obtenir les permis. À partir de 2020, nous avons commencé à avoir une très forte croissance en solaire au sol pour EDF Renouvelable. La dynamique est bien évidemment différente pour EDF ENR. Une question, excusez-moi, mais j'interromps votre propos liminaire, mais en combien de temps vous pouvez mettre en place un parc solaire entre le moment où vous prenez la décision, où vous vous intéressez à un terrain et le moment où ça sort ? On a à peu près, 6 mois de prospection, 6 mois à 1 an, disons 6 mois. À minima 1 an d'études environnementales, parce que nous devons suivre tout le cycle en fait, de la biodiversité. Donc 1 an et demi, plus le temps d'instruction qui était d'1 an, qui commence à devenir d'1 an et demi, parfois 2 ans. Donc on en arrive à 3 ans. Et à partir du moment où le projet obtient son permis, et qu'on n'a pas de recours administratif, on est prêt pour démarrer la construction. C'est un planning, bien évidemment, au mieux. Ça dure combien de temps, la construction ? 1 an. Alors, ça dépend beaucoup. Exactement. La construction, c'est 1 an. Après, les contraintes environnementales impactent beaucoup sur des chantiers qui peuvent être plus longs pour des périodes d'interdiction. Mais sans rentrer dans les détails, c'est un planning au mieux. Il peut y avoir plus d'études, des recours, des services d'instruction qui sont obérés par les instructions, donc des instructions qui durent plus longtemps, des incertitudes qui sont créées par la loi qui font que ça prend un peu plus de temps, de recours. Mais globalement, c'est le planning. Comme je le disais, donc malgré cette accélération récente, nous observons que le marché français est en décalage par rapport au reste du monde et à nos voisins européens qui ont installé davantage. Les énergies renouvelables électriques, dont notamment le solaire, sont devenues des solutions qui sont compétitives. Cela est d'autant plus marqué dans le cas, donc objet d'aujourd'hui, des grands parcs solaires et également éoliens en terre et en mer, dont vous avez discuté hier. Le développement d'une part d'énergie renouvelable beaucoup plus important qu'aujourd'hui n'est donc pas uniquement une nécessité industrielle et climatique, elle est également pertinente et nécessaire, je reprends les mots d'RTE, sur le plan économique. Afin d'accompagner le développement du solaire, donc vous évoquez nos souhaits, nos vœux, et j'ai envie de dire des renouvelables de manière générale, nous considérons qu'il n'y a pas de secret en fait. Il y a juste 4 conditions de succès qui sont très claires. Premier, c'est qu'il y ait des signaux de long terme positifs soient envoyés aux filières concernées pour que les acteurs fassent les investissements nécessaires en les adaptant au contexte économique et géopolitique. Je ne vous apprends rien, développer l'industrie, c'est penser le temps long. Très important pour le solaire, c'est que l'espace nécessaire pour le développement de ces énergies soit disponible et en quantité suffisante. La raréfaction du foncier peut créer des tensions qui n'ont pas lieu d'être, surtout si elle est créée artificiellement par la réglementation. Je reviens sur le point que vous évoquiez, donc que les autorisations soient accordées en quantité suffisante et dans des délais satisfaisants. Très important pour tenir les délais et pouvoir déployer des énergies qui sont censées se déployer rapidement. Enfin, et on revient j'ai bien aimé l'expression que vous avez utilisée hier du grand récit mobilisateur qui a été évoqué dans cette salle justement sur le lien. Donc que les enjeux de toutes les énergies, solaire, éolien, nucléaire, toutes les énergies en fait, soient continuellement expliquées pour sortir de la caricature. J'ai envie de dire, comme toute filière industrielle, le solaire ou tout simplement même d'aménagement du territoire, il faut en expliquer les enjeux. Et cet aménagement en fait se construit à différents niveaux. Les collectivités, les riverains, les services de l'État, les associations, le monde agricole. C'est des projets de territoire.
Je reviens sur effectivement un point qui est évoqué, donc concilier la bonne acceptation locale des énergies renouvelables et l'atteinte des objectifs nationaux au bon rythme est un des enjeux primordiaux de la prochaine PPE 2028-2033, dans laquelle le solaire devrait prendre une place plus importante. Bien sûr, la loi d'accélération des énergies renouvelables introduit plusieurs avancées, avec des obligations de solarisation de certains bâtiments, tout en facilitant l'autoconsommation. C'est bien, même si on sait que les toitures ne suffiront pas. On n'a pas le luxe du choix, comme je disais au début, et qu'ils coûtent également un peu plus cher que les centrales au sol. Je tiens à rappeler donc que les centrales solaires au sol permettent de fournir des grandes capacités à des prix très compétitifs, et qu'il est indispensable de conserver un cadre propice, en particulier pour les sites dégradés ou ne présentant pas de potentiel agricole, et jusqu'ici éligibles aux appels d'offres de l'État. Ces projets ont une empreinte environnementale maîtrisée et n'artificialisent pas. Même mieux, en fait, que ça, ils sont l'occasion de préserver, voire de recréer des zones propices au développement de la biodiversité. Enfin, l'émergence de l'agrivoltaïsme, qui a désormais une définition dans la loi, grâce à l'initiative du Sénat, est une solution prometteuse, gagnante-gagnante avec le monde agricole. Nous saluons la concertation autour du décret d'application de la loi d'accélération des renouvelables qui doit bientôt paraître. Celui-ci a permis de créer avec le monde agricole un cadre propice au déploiement de cette nouvelle filière. Il conviendra de permettre l'émergence de projets de toute taille en fonction des besoins locaux et de la compétitivité globale de la filière solaire. Au sujet de la production de panneaux solaires en France et en Europe, EDF Renouvelable est propriétaire de Photowatt, qui emploie 170 personnes pour produire des panneaux photovoltaïques, mais qui a subi, comme toute la filière européenne, la concurrence chinoise durant cette décennie passée. Ce qu'on peut dire, c'est que si les autorités européennes et françaises veulent voir émerger une filière des équipements solaires, du silicium jusqu'au panneau, c'est possible, à la condition d'en assumer le coût économique et d'y allouer les moyens budgétaires requis. Les États-Unis et Hollande le font de manière assumée pour des raisons de résilience et souveraineté. En Europe et en France en particulier, nous observons que des projets de gigafactory sont en cours. Cela suppose d'avoir le cadre propice, donc accélération des autorisations d'installation, développement des filières de formation et stabilité des mécanismes de soutien. L'Union européenne s'est dotée d'un instrument en début d'année, le règlement sur les technologies qu'on appelle Net Zero, le Net Zero Industrial Act, qui doit permettre de favoriser l'émergence de panneaux fabriqués en Europe et en France au travers des appels d'offres publics. S'il est bien dimensionné, cet instrument peut être bénéfique, mais non suffisant, et nécessite d'être vigilant à ce qu'il ne crée pas de freins supplémentaires pour le projet. Sinon, on aura tout perdu. Je terminerai donc en rappelant mon propos introductif, dans l'espoir que cela puisse guider l'action de cette commission d'enquête. Le solaire et les énergies renouvelables de manière plus large participent à l'électrification et ainsi à la décarbonation de notre mix énergétique, tout en garantissant la compétitivité de notre électricité. C'est un enjeu donc de réduction de nos dépendances énergétiques, un paramètre pour la réindustrialisation et la résilience de notre pays et un moyen de lutter contre le changement climatique. Merci. Merci Madame. On revient dans les questions sur les coûts. Merci. Monsieur Decamps. Mesdames, Messieurs les sénateurs, merci pour votre accueil aujourd'hui. Donc, je ne vais pas reprendre les propos généraux que Carlotta a très bien expliqués sur l'électricité. Je vais vous parler de Neoen, qui on est. Donc, on a été créé en 2008. On est une société française. On est l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie et exclusivement renouvelable. On développe des projets dans le domaine du solaire, de l'éolien terrestre, mais aussi du stockage. On essaye au maximum de produire donc une énergie locale et compétitive, en plus d'être verte. Les capacités en opération ou en construction de Neoen atteignent 8 gigawatts aujourd'hui dans le monde, dont 1,6 gigawatts en France. On est présent sur 4 continents, on compte 450 salariés et dans nos réalisations un peu les plus marquantes, on a le plus grand parc solaire en France à Cestas en Gironde, 300 MW. On a construit une très grande centrale éolienne en Finlande de 400 MW, la centrale certainement la plus compétitive au monde au Mexique de 375 MW avec
avec un prix de vente de l'électricité en dessous de $20 du mégawattheure. On a... Comment ? Ouais, mais c'est très grand. C'est plus que 800 hectares. On a aussi construit les deux plus grandes centrales de stockage à l'échelle du monde, qui sont toutes les deux basées en Australie. Donc c'est la Ansdell Power Reserve qui a une capacité de 150 MW, 193 MWh, donc c'est un peu plus d'une heure de réserve. Et la Victorian Big Battery qu'on a mis en service l'an passé de 300 MW, 450 MWh. On est coté sur le second marché depuis 2018. Et donc moi, au sein de Neoen, je m'occupe du développement France depuis 4 ans. Et avant cela, je me suis occupé pendant 4 ans des achats chez Neoen, donc pour tous les projets dans le monde de Neoen, des panneaux solaires, de l'éolien, du stockage. Et avant ça, j'ai commencé ma carrière dans le BTP chez Eiffage, au sein des concessions et de l'immobilier. Et je suis membre du bureau d'Enerplan, que David représente en tant que délégué général aujourd'hui. Voilà. Ok. Monsieur Gréau, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénatrices, sénateurs. Très rapidement, une rapide présentation d'Enerplan pour dire d'où on parle. Enerplan, c'est le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Pas uniquement de l'électricité solaire, mais de l'énergie solaire. Ce qui veut dire qu'on adresse à la fois le solaire thermique et le solaire photovoltaïque sur toutes les échelles, de la plus petite sur bâtiment aux très grandes installations au sol, mais on ne s'occupe que de solaire. Le solaire, comme ça a été dit, est un enjeu qui est désormais un enjeu stratégique, et je pense qu'on a passé un cap dans de vieilles lunes ou de vieilles oppositions du passé, où on opposait les énergies les unes aux autres, et ce cap est passé. Et comme le disait RTE, et comme ça a été rappelé tout à l'heure, on a besoin de toutes les électricités décarbonées et de tous les vecteurs qui ont des temporalités par ailleurs différentes de déploiement. Aujourd'hui, dans l'électricité décarbonée, c'est les électricités renouvelables qui peuvent se développer le plus vite et être disponible le plus rapidement. Et parmi celles-ci, le solaire est sans doute celle qui peut aller le plus vite. Je pense que vous avez parlé hier avec les collègues qui s'occupent d'éolien des temps de développement. On en a parlé un peu tout à l'heure aussi. On a des temps de développement qui sont quand même plus courts, et notamment sur des petits objets. C'est justement une des grandes facultés du solaire que cette adaptabilité. On peut avoir de très petites centrales en autoconsommation individuelle et des outils industriels de plusieurs dizaines de mégawatts qui vont être réellement des centrales de production. Ça, c'est un premier point. Après, je ferai un petit point de sémantique aussi, parce que vous avez parlé à plusieurs reprises d'intermittence. Alors, c'est pas un blocage, mais je préfère parler de variabilité et de prévisibilité. Parce que le solaire, globalement, on sait sur une année de manière quasi certaine ce qui va être produit, et on sait prévoir au jour le jour ou à la semaine ce qui va sortir des actifs solaires. C'est d'ailleurs une des exigences qui est faite aux développeurs exploitants de parcs, que de donner cette prévision aux gestionnaires de réseau. Donc, on a une énergie qui, certes, ne fonctionne pas tout le temps, mais en tout cas est prévisible dans ce qu'elle apportera au réseau. Vous avez rappelé les objectifs, Monsieur le Président, que le Président de la République avait donné pour le solaire à Belfort. J'observe que le discours de Belfort était avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Il était en février 2022, peu de temps avant, mais quand même quelques temps avant, et que la donne géopolitique a changé depuis, en grande partie, qu'on a eu une crise sur le marché de l'énergie très forte l'an passé, avec des prix qui se sont envolés, et que finalement ces enjeux autour de l'énergie nous a amené à plusieurs considérations. Une première considération qui est de se dire qu'il faudrait sans doute avancer les objectifs qui étaient ceux de Belfort. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les travaux de RTE, que l'objectif de 100 gigawatts soit plus ou moins avancé de 15 ans pour être atteint en 2035 et non en 2050. Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, c'est un autre enjeu que vous avez évoqué, qui est un enjeu industriel. L'incertitude géopolitique, la dépendance qui existe aujourd'hui vis-à-vis de certains pays pour approvisionner les développeurs, est apparu non plus comme c'était le cas par le passé, comme une bataille perdue,
mais comme une opportunité. Et ça a été rappelé, il y a des projets de Gigafactory aujourd'hui qui se développent en France à la faveur du Net Zero Industry Act, notamment pour ce qui concerne l'Europe. Il y a ces projets qui se développent et qui sont des projets stratégiques. Avec 2 usines sur le territoire français qui vont produire chacune 5 gigawatts de modules tous les ans, qui vont venir s'additionner aux producteurs industriels actuels qui sont sur le territoire français, qui produisent à peu près 1 gigawatt par an. Et donc on va avoir une capacité de production sur le territoire français qui excédera assez largement ce qu'on installe. Pour revenir sur ce qu'on installe, on a été longtemps dans le solaire sous la barre du gigawatt annuel. Ce gigawatt annuel a été dépassé pour la première fois il y a 2 ans. On est monté au-delà des 2 gigas. L'année dernière, on a installé 3,2 gigawatts. C'est un record pour la France, aujourd'hui, on peut le dire, mais c'est un étiage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que ces 3 gigawatts sont suffisants. Quand, dans le même temps, par exemple, un pays comme les Pays-Bas, pour prendre un pays qui est plus petit que la France, qui est, on le constatera sans médire sur nos amis hollandais, que c'est moins ensoleillé que certaines régions de France, a installé 4 gigawatts l'année passée. Donc ils sont au-delà de ce qu'on a fait sur un pays qui est de taille plus réduite et avec des conditions d'ensoleillement qui sont moindres. Donc voilà, on a cet objectif-là qui nous amène à nous dire que pour ce qui est d'Enerplan, on demande à ce que les objectifs qui vont être fixés dans la future PPE nous amènent à des développements annuels à minima de 7 gigawatts. 7 gigawatts, c'est le plafond qui a été aujourd'hui proposé dans la stratégie française énergie-climat. On pense que ce plafond peut être dépassé. Dans ce qui a été mis en concertation en décembre dernier, on avait un volume annuel entre 5,5 et 7 gigawatts qui était proposé. Du point de vue des professionnels de l'énergie solaire, on pense que entre 7 et 10 gigawatts sont atteignables. D'ailleurs, je rappelle que RTE, dans son bilan prévisionnel, dit que 7 gigawatts est une cible souhaitable. Voilà, il ne dit pas c'est une cible possible, il dit c'est une cible souhaitable. Et donc on a besoin de ces textes de la PPE, notamment, et ça a été déjà mentionné, pour donner de la visibilité à ces acteurs industriels qui vont engager des fonds, qui vont monter des usines et qui ont besoin aussi d'avoir de la visibilité sur le marché français et le marché européen. La visibilité qui est donnée par le NZIA, c'est pas de l'autarcie, il ne faut pas se tromper, c'est pas de la fermeture de frontières, puisque ce que dit le NZIA aujourd'hui, sous réserve de son vote en avril par le Parlement européen, c'est on doit avoir sur le territoire européen la capacité de production de 40% de nos installations. Et dans les soutiens publics, on doit s'assurer à minima que 30% des soutiens publics iront sur des modules qui satisfont des critères de résilience. Donc ça, c'est la novlangue européenne qui, pour ne pas dire qu'on favorise des produits français ou européens, dit qu'on va satisfaire des critères de résilience, et notamment pour ne pas être dépendant d'un seul fournisseur ou d'un seul pays fournisseur. C'est comme ça que ça a été pensé, mais donc 40% de nos besoins généraux couverts par l'industrie européenne, ce qui n'est pas une fermeture aux importations, et 30% des allocations d'appels d'offres qui doivent être des volumes alloués dans les appels d'offres. Et donc, pour revenir sur ces enjeux de long terme et répondre peut-être dès maintenant à une de vos questions sur la question de a-t-on besoin ou combien de temps aura-t-on encore besoin de soutien public. Je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, les mécanismes de soutien public, notamment par les appels d'offres, mais c'est des paliers qui ont tendance à baisser, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne. C'est un mécanisme de complément de rémunération, de contrat pour différence. Si on traduit littéralement l'anglais. Donc des mécanismes de complément de rémunération. Ce qui veut dire qu'on garantit aux futurs producteurs un tarif. Et ce tarif est strictement symétrique. C'est pas très français ce que je dis, mais globalement, ça veut dire qu'à tout moment, le producteur touchera pour le mégawattheure la somme qu'il a proposée. Il ne touchera pas plus. Ce qu'il aurait vendu sur les marchés au-delà du prix garanti bénéficiera à l'État in fine. Et c'est ce qui a été le cas pour beaucoup sur la crise énergétique qu'on a connue. L'État, avec des prix de marché qui se sont envolés, a récupéré de l'argent qui a été généré par de la production renouvelable sous contrat de complément de rémunération. En revanche,
si le prix de marché est inférieur, pour ne pas grever la rentabilité de l'investissement. Je rappelle que c'est un investissement très capitalistique, avec un capex très élevé. Et pour ne pas grever cette rentabilité et donner cette visibilité, on garantit que sera complété à hauteur de ce qui manque pour atteindre le prix lauréat, le producteur, par le biais d'EDF Obligations d'achat et donc de l'État. Donc ça, c'est simplement pour dire ça. Aujourd'hui, on a un mécanisme de complément de rémunération qui est un mécanisme d'assurance ou de réassurance du producteur pour qu'il engage les fonds en CAPEX pour construire l'objet. Voilà. Et que c'est limité dans le temps, puisque c'est une durée qui peut paraître longue, mais c'est des durées de 20 ans. Donc au-delà des 20 ans, il n'y a plus de soutien public pour les centrales solaires. Vous avez une idée du solde de ces aides à ce jour ? Alors, je ne l'ai pas pris avec moi, malheureusement. Une idée du solde de ces aides. On était presque arrivé au remboursement de ce qui avait été mis par l'État en soutien à la filière au moment du pic de la crise des marchés de l'électricité. Ça a été le cas dans l'éolien. Ce qui avait été avancé pour l'éolien a été remboursé. Dans le solaire, ça a été un petit peu plus long. Et donc, on était presque arrivé à ce niveau-là. Après, c'est très variable, évidemment, avec cette fluctuation des marchés de l'électricité. Et pour terminer simplement, et je pense qu'on y reviendra, un autre aspect du solaire, je disais tout à l'heure, sa grande adaptabilité en termes de puissance installée. Je voudrais dire aussi le fait que le solaire peut être sur des territoires qui sont à double usage. Et c'est le cas de ce qui a été voté notamment dans la loi d'accélération, mais auparavant déjà dans la loi climat-résilience, où on demande à des bâtiments neufs ou à des bâtiments existants d'être solarisés. On demande à des parkings neufs dans la loi climat-résilience, existants dans la loi APER, de solariser et d'apporter en même temps de l'ombre aux véhicules qui stationneront sur ces parkings. Et c'est le cas également de l'agrivoltaïsme qui a déjà été évoqué, où l'idée n'est pas d'aller prendre des terres agricoles pour y faire de la culture énergétique, mais c'est bien de concilier deux usages, un usage agricole et un usage de production énergétique. C'est en tout cas le sens de la loi du texte qui a été introduit ici au Sénat. C'est le sens de ce qui a été voté dans la loi APER. C'est, pour ce que j'en sais aujourd'hui, le sens du décret tel qu'il se profile dans les discussions entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Énergie. Merci, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Merci à vous pour ces présentations. Vous avez bien tenu le délai, donc ça nous permet quand même d'entamer les questions rapidement. Alors, dans vos présentations, il y a quand même pas mal de questions que vous n'avez pas abordées. Monsieur Gréau, vous terminiez sur le soutien de l'État. Donc, moi, ma question, c'était de savoir si à un moment donné, on peut se passer, si les énergies renouvelables peuvent se passer du soutien de l'État. Ce qui aurait comme contrepartie, entre guillemets, d'avoir un contrat pour différence avec un prix fixé. Et si on avait ce type de contrat pour différence pour l'énergie solaire, à quel niveau vous pensez qu'il faudrait le fixer aujourd'hui ? Je pose la question aux trois intervenants. C'est en lien avec le coût de production, les fourchettes de coût de production que vous ne nous avez pas données. J'ai noté les $20 au Mexique des grandes surfaces, mais ça m'intéresserait quand même d'avoir vos fourchettes de coûts de production. Bien sûr, elles dépendent sans doute de la taille des installations, donc j'imagine que plus la taille est grande et plus le coût diminue. Donc, mais c'est intéressant d'avoir quand même ces éléments-là. Ensuite, j'aimerais vous entendre sur la capacité de stockage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petites installations sur lesquelles il y a du stockage déjà en batterie. Est-ce que sur les grandes installations, il y a déjà ça ou pas ? Quel progrès vous sentez que
vont faire ces capacités de stockage, l'évolution des batteries et de ce qu'on peut faire pour stocker cette énergie, sachant qu'une des critiques qui est faite, c'est que l'énergie solaire, effectivement, n'est peut-être pas totalement intermittente, elle est peut-être variable. C'est vrai que la nuit, il n'y en a pas beaucoup, et qu'ensuite, elle n'est pas forcément sur les saisons où on a le plus de besoins. C'est-à-dire que nos besoins électriques sont plus forts en hiver qu'en été, et que effectivement l'électricité d'origine solaire est quand même plus importante en été qu'en hiver. Donc quid de cette adéquation et quid des progrès qu'on peut faire en capacité de stockage. D'autre part, les bilans, vous avez parlé un peu de pays étrangers, d'approvisionnement, parce que on critique quand même beaucoup aussi le fait qu'effectivement on est très dépendant des Chinois en matière de panneaux solaires. Donc je ne sais pas quel est votre degré de dépendance des uns et des autres par rapport aux Chinois. Est-ce que vous avez réussi à vous en exonérer ou pas du tout ? Et à partir de là, quel est le bilan carbone complet ? Est-ce que vous en avez fait un ? Vous avez calculé un de la production d'électricité solaire ? Monsieur Réou. Oui, merci Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Je vais commencer par le dernier point sur le bilan carbone complet sur la dépendance aux panneaux chinois. Avec un premier rappel aujourd'hui, dans le coût d'investissement global d'une centrale solaire, alors selon les modèles évidemment et selon notamment le fait qu'on est sur bâtiment ou au sol, mais c'est entre 25 et 30% du coût d'investissement qui est lié aux modules eux-mêmes. Alors c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le module, mais il y a beaucoup d'autres composants dans une centrale solaire et beaucoup d'autres coûts dans une centrale solaire que simplement les modules. Après, c'est pas un tour de passe-passe hein, pour ne pas répondre à la question, bien évidemment. Je disais tout à l'heure qu'on a des projets de Gigafactory en France qu'on soutient. On a travaillé avec la précédente équipe gouvernementale, et je pense que le travail va se relancer pour un pacte solaire entre développeurs et industriels qui vont produire ou qui produisent déjà sur les territoires français pour avoir des engagements des développeurs auprès de ces industriels pour se sourcer et leur donner aussi de la visibilité, hein, qu'ils engagent l'investissement industriel. Maintenant, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Effectivement, on est aujourd'hui dans une très grande dépendance à des modules chinois ou asiatiques. Ça c'est très clair. Parce que aussi, la Chine a su, il y a 15 ans maintenant, mettre 50 milliards de dollars sur la table, lancer une industrie de masse qui était surcapacitaire au moment où elle l'a lancée, qu'elle a continué à faire progresser et qui aujourd'hui est celle qui fournit l'ensemble ou presque des installations dans le monde, à l'exception des États-Unis qui ont fermé les frontières et de l'Inde qui a aussi restreint ses importations. Donc ça c'est le premier point. Et pour revenir sur la question du bilan carbone, aujourd'hui les politiques de soutien, notamment des grandes installations, qu'elles soient sur bâtiment ou au sol, imposent aux modules un plafond carbone. C'est-à-dire que tout est tracé dans la composition du panneau solaire et qu'il doit être certifié pour pouvoir être éligible au soutien public. Et justement, le soutien public est aussi une manière d'orienter le marché vers des modules plus verts, entre guillemets. Maintenant, on sait aussi que ce qui était une mesure a priori pour favoriser des panneaux européens ou des panneaux venant de pays avec des mix carbone comme la France beaucoup plus favorables pour leur industrie, aujourd'hui, notamment en ayant équipé en solaire leurs propres usines, les industriels chinois savent faire des modules bas carbone. Qui passent la rampe, entre guillemets, de pouvoir être utilisés par les développeurs. Ensuite, vous posiez la question des capacités de stockage aujourd'hui. Vous n'avez pas de chiffres, pardon. Vous n'avez pas de chiffres pour le bilan carbone ? Alors, de chiffres... Moi, j'aime bien les chiffres. Hein. Vous aimez bien les chiffres. Désolé, mais... Alors, le chiffre que je peux vous donner de manière certaine, c'est le chiffre qui est le plafond carbone des modules où il ne faut pas avoir mis en œuvre plus de 550 kg de CO2 par kilowatt crête qui est installé. Donc c'est
un chiffre un peu barbare, mais en tout cas c'est celui qui est inscrit dans les cahiers des charges des appels d'offres et qui interdit à tous les modules qui seraient au-delà, selon un calcul de Certis Solis assez complexe, d'entrer sur le marché du soutien public. Et après, sur le donc kilowattheure... Donc ça, c'est un plafond, on est en moyenne à combien ? Ça, c'est un plafond. On est en moyenne aujourd'hui, sur ce qui est mis en œuvre, entre 400 et 450 kilos. Voilà. En sachant que la question est posée notamment pour favoriser l'industrie européenne, mais je ne sais pas comment aboutiront les discussions entre la France et l'Union européenne, notamment la DG Concurrence, qui voit... Juste un mot, on a l'habitude souvent, pour comparer, il faut comparer ce qui est assez comparable, on demande en général les émissions de CO2 par kilowattheure. Oui. C'est ça le référentiel en général entre les différentes énergies. Donc vous nous dites là sur le kilowatt crête, donc c'est en fin de compte c'est l'installation, mais au kilowattheure. Au kilowattheure, on est autour de 11 kg de CO2 par kilowattheure. 11 grammes, pardon. 11 grammes. J'aurais une demande de précision. Vous parlez, à plusieurs reprises, vous évoquez la notion d'aide publique et d'accessibilité aux aides publiques. On parle de quoi ? On parle de ce qu'on vient d'évoquer dans le cas des contrats pour différence avec les... Ça n'a rien à voir. Alors, aujourd'hui, les aides publiques... On est en train de tout mélanger, là. Je voudrais qu'on fasse le clair là-dessus. Alors, faisons le clair là-dessus. Aujourd'hui, selon la puissance qu'on installe, on a deux types d'aides publiques. On a une aide en guichet. Donc on satisfait aux conditions, on a automatiquement un soutien public. Donc ça, aujourd'hui, c'est valable pour les installations sur bâtiment jusqu'à 500 kW crête installées. Au-delà, et pour les installations au sol, ça c'est la situation aujourd'hui, peut-être que ça évoluera demain, mais c'est la situation aujourd'hui, on est dans une procédure compétitive d'appel d'offres. Donc c'est là où... En euros sonnant et trébuchant, là on est sur des installations, je sais pas, je parle sous le contrôle de... Non mais le guichet il a combien? Il a 50 euros. Le guichet ouvert, aujourd'hui il est autour de 116 euros, entre 100 et 500 kilos, 116 euros du mégawattheure. Voilà. Et un peu plus élevé pour les puissances inférieures. Je ne comprends pas votre question. Étendu à l'ensemble du parc, c'est-à-dire... Oui, on a... On essaye d'appréhender ce que la totalité de l'aide publique représente pour le parc actuel. Alors, ce dispositif-là de soutien public en guichet, c'est à peu près un tiers des installations de l'année passée. Et une bonne partie de ce qui s'installe dans ce guichet est de l'autoconsommation. C'est-à-dire que tout n'est pas soutenu, tous les mégawattheures produits ne sont pas soutenus par la puissance publique dans la mesure où une partie est consommée sur site. Et donc c'est uniquement... Ma question est simple, monsieur. Quel est le montant global de l'aide de l'État ? Je n'ai pas le chiffre. Si là, vous ne l'avez pas, vous je nous donnerez... Je pourrais vous le faire passer. Oui, on en a besoin, on vous le demande. Ouais, donc voilà, si vous ne pouvez pas répondre, ce n'est pas un problème. Ouais. Mais c'est quand même une donnée importante qu'on aimerait... Oui. Oui. Non, mais je chercherai en toute cas, mais en tout cas, le chiffre que j'aurai sera le chiffre du ministère. Donc, d'accord, je le ferai passer. Je vous le ferai passer. Et ensuite, au-delà de 500 kW crête, on est sur une procédure compétitive avec des volumes alloués ou à allouer par la puissance publique. Et donc des développeurs qui viennent proposer des projets qui doivent être conformes au cahier des charges, notamment sur la question de bilan carbone que j'évoquais tout à l'heure. Et il y a un classement qui est fait, il y a un prix plafond qui est éliminatoire dans le cahier des charges, et il y a un classement qui est fait entre les développeurs, dont la part la plus grande aujourd'hui est sur le prix de l'installation. Et ça, c'est de toute façon, entre guillemets, encadré par la directive sur les aides d'État au niveau européen. Donc c'est des appels d'offres qui sont notifiés au niveau européen et qui doivent être conformes. Et donc la maîtrise, entre guillemets,
qui est faite aujourd'hui sur ce coût pour les finances publiques, c'est à la fois qu'on est sur du complément de rémunération, donc avec le fait que l'aide publique ne vient que sur le delta éventuel entre le prix vendu sur le marché et le prix garanti, et par ailleurs sur les volumes qui sont décidés par la puissance publique qui alloue des volumes à chaque session d'appel d'offres. C'est le complément de garantie qui est remboursé, que vous considériez tout à l'heure comme quasiment remboursé. Oui. Et par contre, ce n'est pas les aides à l'origine. Il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. Qu'il faut normalement cumuler en disant si on veut avoir le. Mais on était arrivé quasiment au remboursement de tout ce qui avait été mis. Si vous pouvez nous apporter les éléments que vous avez, on les demandera de l'autre côté au ministère forcément. Et si vous pouviez répondre à mes premières questions, parce que vous avez commencé par les dernières. Oui, j'ai remonté. Et donc, mais en fait, je comprends ce que vous voulez dire par un contrat pour différence. C'est en fait quasiment déjà ce qu'on a dans les appels d'offres aujourd'hui, ce contrat pour différence. Donc j'ai du mal à voir la différence que vous faites entre ce contrat par différence, hormis le fait que potentiellement vous y adjoignez un prix unique pour l'ensemble des énergies décarbonées, si j'ai compris le... Voilà, mais... Aujourd'hui, je suis incapable de vous donner un chiffre, parce que évidemment... Comment ? En fait, je suis incapable de vous donner un chiffre puisque on est sur un niveau qui serait forcément une moyenne moyennée qui éliminerait des projets. C'est le cas dans les appels d'offres dès aujourd'hui. Il y a des projets qui sont éliminés à chaque fois parce que non compétitifs. Donc on serait sur un niveau qui ne serait pas une mise en compétition des projets. Et donc on sortirait de cette logique d'appel d'offres compétitifs si on avait un prix unique garanti pour tous les vecteurs décarbonés de production d'électricité. Donc on n'irait pas forcément vers le plus compétitif dès lors. C'est un peu l'écueil que je vois à une proposition de prix unique. Après, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que dans le solaire, et je parlerai que du solaire, on a des appels d'offres pour le bâtiment, et on a des appels d'offres pour le sol. Et il est évident qu'au-delà de l'effet d'échelle de taille, les coûts ne sont pas les mêmes pour une installation au sol que pour une installation sur bâtiment, avec du coup des installations sur bâtiment ou sur ombrière. Je parlais tout à l'heure de parking, qui mettent en œuvre plus de matière, qui mettent en œuvre aussi des règles de travail en hauteur, en sécurité, etc. et qui, de fait, sont plus coûteux en investissement. Donc je ne saurais pas vous dire aujourd'hui, il faudrait fixer la barre à X, Y ou Z euros du mégawattheure. Production, vous pouvez nous donner les deux les deux fourchettes, puisque vous dites qu'il y a des différences entre le sol et ce que je comprends, et ce qui est fixé sur des toits ou sur des ombrières. Moi, je comprends parfaitement ça, mais vous pouvez me donner quand même des fourchettes. Les coûts... sinon, on part toujours dans le vide, quoi. Non, mais très bien. Les coûts, ils sont tout à fait publics dans la mesure où c'est constaté à chaque session d'appel d'offres par la Commission de régulation de l'énergie qui instruit les dossiers. Et donc, sur la dernière session d'appel d'offres au sol, dont les résultats ont été publiés hier ou avant-hier, on est autour de entre 82 et 83 euros du mégawattheure. Et sur les installations bâtiments, on n'a pas la toute dernière souscription aux appels d'offres qui a été faite en décembre. Le résultat n'est pas encore sorti, mais on est plutôt aux alentours de 100 euros du mégawattheure. Madame Gentile. Allez-y. Si je peux effectivement compléter sur certains points, peut-être pour revenir sur la partie de contrat pour différence, juste pour qu'on soit tous clairs sur la partie notamment au sol dont on évoquait les 82 euros du mégawattheure qui sont des données publiques. Il s'appelle bien de mise en concurrence systématique qui sont organisées par l'État, par vague. Il y a plusieurs vagues dans l'année, 3-4 vagues que du solaire ou du solien et du solaire, avec un prix plafond qui est défini par l'État, qui n'est pas connu mais qui est défini. Et il y a une concurrence parfaite qui se joue et qui fait que des appels d'offres, notamment sursouscrits, en fait, tous les projets sont simplement classés par prix et les plus chers sont pas pris, ou même ceux qui sont à plus que le plafond. Ce qui, en fait, vous donne un signal prix qui est très transparent et d'ailleurs très bien documenté par la Creux, qui sort à chaque fois des rapports très complets. Sur le prix unique,
je pense qu'il est important, par exemple, de regarder l'évolution des prix dans le solaire. Je cite le solaire, ça vaut pour toute énergie, tout bien de consommation. On était au plus bas des dernières années, j'ai un historique depuis 2017, public de la Creux, au plus bas en juillet 21, 55 € du mégawattheure. L'année d'après, on connaît bien quelle était la conjoncture économique de l'été 22, on est arrivé au plus haut, donc 82,2. Le sous-jacent est le même, parce que c'est des projets photovoltaïques au sol en France, mais avec ce qu'on a tous connu étant l'inflation. Donc un prix unique, à partir du moment où il est indexé avec des formules d'indexation qui suivent les bons coefficients, mais on ne peut pas imaginer que, je pense que la dernière période elle est très claire, qu'on puisse définir un prix unique sur des installations qui ont une vocation de durer pendant 30 ans. En tout cas, les prix, ce qu'on appelle le LCEI, en fait, il est très clair et documenté. Juste un point sur le fait de soutien ou pas soutien. On a évoqué effectivement le mécanisme du contrat pour différence. En fait, c'est un peu ça s'applique dans plein d'autres pays, toujours dans des cadres de compétition, tout type de technologie, ENR ou pas d'ailleurs. Il a bien une partie pour laquelle, en fait, si les prix de marché sont supérieurs, en fait, nous, on paye l'État, et l'inverse, si les prix sont inférieurs. Il y a eu un sujet important l'année dernière qui était celui du déplafonnement du seuil, en fait, de remboursement. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, donc c'est exactement ce qui a été évoqué. Donc, en fait, avant, ce qu'on nous devait à l'État était plafonné par rapport à ce qu'on avait reçu. Cela a été déplafonné, ce qui, avec bien évidemment une forte pression de Bercy, et que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, au vu de la conjoncture économique, il ne faut pas être naïf non plus, en fait, on donne plus de ce qu'on a reçu sur des installations récentes. Un autre point pour nuancer un peu ce sentiment de subvention, aujourd'hui, notamment en solaire, nous signons beaucoup de ce qu'on appelle les corporate PPA. Corporate PPA, c'est des PPA, donc de Power Purchase Agreement, de contrat d'achat de l'électricité en bon français, avec des privés. Alors, les privés, ils ne sont pas là pour subventionner l'électricité, ils sont là pour garantir un accès à une électricité compétitive sur le long terme. Donc, ils signent de contrats d'une vingtaine d'années. Et je parle pour EDF Renouvelable, mais il y a plein de communiqués de presse de la part des consommateurs, de la part des entreprises et de la part des producteurs, avec une très forte croissance de ce marché en France, qui témoigne bien, en fait, la compétitivité de ces énergies renouvelables. Certes, encore une fois, ne soyons pas naïfs, et ce marché qu'on appelle des corporate PPA a explosé dans une conjoncture économique particulière, mais qui est même une conjoncture économique qui a créé beaucoup de problèmes pour beaucoup d'entreprises. Nous, aujourd'hui, on a signé 600 mégawatts, on a fait un communiqué de presse en fin d'année, globalement solaire, de corporate PPA. Je pense que quand on signe avec des industriels, le message est clair, l'intérêt continue. Excusez-moi, madame. Vous contractualisez sur la puissance, là? On contractualise sur ce qu'on appelle as produced, qui est la production, en fait, telle qu'en sortie de centrale, que le client intègre avec son fournisseur dans sa consommation globale. Donc, c'est la puissance telle que la production telle que sort de la centrale, en fait. Donc c'est des mégawattheures, alors? Oui. Parce que vous disiez mégawatts. C'est pour ça que je... En fait, c'est 600 mégawatts et ça doit être quelque chose de... Un solaire, on est très proche entre les mégawatts et les mégawattheures, mais c'est le même ordre de grandeur. Ça doit être 550 ou 650, quelque chose de ce type. Merci. Donc, après, sur le sujet des bilans carbone, je pense que le bilan carbone que vous évoquiez de l'ADEME est la référence, pour la simple et bonne raison, en fait, que c'est tellement compliqué de faire un ACV que c'est bien de prendre des données qui sont vérifiées de l'ADEME. Et les bilans carbone changent également beaucoup selon les projets. Donc je pense que prendre l'ADEME, c'est sûrement le plus simple. Un relatif, je suis parfaitement d'accord sur le fait que certes c'est plus élevé que l'éolien, certes c'est plus élevé que le nucléaire, mais n'oublions pas que le bilan carbone d'une installation photovoltaïque est bien positif, c'est-à-dire qu'en fait c'est plus l'émission carbone évitée de celles qui ont été
produite à la base du fait de la fabrication du panneau. Donc ne perdons pas juste ça de vue, parce qu'on a l'impression qu'en disant que c'est beaucoup plus que le nucléaire, en fait on est sur des sources qui sont émettrices. Pas du tout, le bilan est positif, donc ça contribue à la lutte contre les émissions carbone. Sur le stockage, je pense qu'il est important d'élargir le sujet. Vous avez également eu une audition avec RTE, mais en tout cas, c'est bien d'élargir en fait le sujet de la variabilité, prévisibilité. J'utilise exactement les mêmes termes pour le solaire et pour l'éolien, sur plutôt les moyens de flexibilité et les moyens de stockage, en fait, parce que la problématique qui peut s'engendrer, elle est au moment, effectivement, comme vous l'évoquiez, de la production et de la demande. Mais n'oublions pas que la flexibilité, un des moyens principaux de flexibilité, RTE nous l'apprend dans ses scénarios 2050, est bien celui du shift, en fait, du décalage de la demande. Donc, dans un système complexe dans lequel il y a pas que du solaire, il y a de l'éolien qui a quand même un profil qui est très complémentaire par rapport à celui du solaire. On développe des moyens de flexibilité qui sont importantes et qui sont en fait la demande, en fait le véhicule to grid et le shift de la demande, l'hydro, les steppes et également le stockage. Donc je pense qu'il ne faut pas se concentrer uniquement sur le fait de dire il y a une cloche solaire, comme on l'appelle, qui est pendant la journée. Comment est-ce qu'on traite ça? On fait mettre du stockage. Je pense que tous les moyens de flexibilité, il faut les appréhender au niveau du système. Et en fait, on voit, RTE a été très clair dans une de ses dernières auditions, c'est à cette maille-là, donc la maille du système, qu'on analyse les flexibilités et leurs coûts. Parce qu'en fait, le point principal qui est, si je comprends, est le vôtre, est bien évidemment celui du coût, et le coût est bien celui du système électrique analysé avec toutes les considérations faites par RTE. Oui. Oui, non, je voulais simplement réagir sur cette question de stockage. Vous voulez vous exprimer, Monsieur Decamps? Alors sur les capacités de stockage, moi je peux peut-être apporter la vision qu'on a chez Neoen côté installation de centrales de stockage de grande taille. On l'a fait d'abord en Australie. C'est là qu'on a installé la première batterie de très grande capacité. C'était en 2017. C'était l'été, il faisait très chaud et donc le réseau était en tension et le solaire suffisait pas à combler la demande. Comment ? À rafraîchir, voilà. Donc le solaire peut servir aussi l'été pour rafraîchir. Et donc le réseau a subi quelques incidents. Et suite à ça, le gouvernement de South Australia avait lancé un appel d'offres pour mettre en place des capacités de stockage et pour réguler la fréquence sur le réseau et maintenir le réseau en état de fonctionnement. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place nous, la première centrale de stockage. Et notamment, il y avait contrairement à la France qui est interconnectée, on est sur une île, on n'est pas interconnecté, on subit donc directement les gros impacts de la surproduction de solaire ou du soutirage très fort. Donc il y a une grande variabilité dans les revenus, dans les prix de marché en Australie. Donc on a très souvent des prix négatifs. Et donc, dans ce type de marché, des centrales stockage de grande capacité peuvent voir le jour. En France, on a un réseau qui est bien interconnecté, un prix prix d'électricité qui est toujours positif, qui descend rarement en négatif. Et donc, vous parliez quelles sont les possibilités de développer des centrales de stockage en France. Je pense qu'aujourd'hui, l'équation économique n'est pas encore tout à fait là, parce qu'il n'y a pas d'écart suffisant entre les prix bas et les prix hauts pour justifier l'investissement d'une batterie et les mettre en service sur le réseau, contrairement à d'autres pays qui ne sont pas complètement interconnectés comme nous. Donc on voit beaucoup de batteries s'installer en Australie, toujours, en Angleterre, enfin dans différents pays comme ça qui ne sont pas interconnectés. Alors peut-être qu'après ça viendra, mais
Si on arrive à créer des conditions de marché, et c'est ce à quoi on réfléchit ici, en principe, il n'y aura pas trop besoin d'installer de stockage par batterie en France. Enfin, ça, c'est mon humble avis. Sur les coûts de production du solaire, donc Carlotta et David en ont beaucoup parlé. Moi, je voudrais rappeler quand même quelque chose. Donc, les coûts du module qui étaient de 50 ou 55% quand on a construit la centrale photovoltaïque de Cestas en 2015. Et donc là, on se dit, bah, effectivement, 55%, c'est dommage d'envoyer toute cette valeur-là dans des pays d'Asie ou d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on est plutôt à 20-25%. 25%, je pense que c'est sur les toitures, et plutôt 20% sur les centrales au sol pour les panneaux. À mettre au regard de ça, il y a quand même le coût de raccordement qui a fortement augmenté, parce que Enedis et RTE doivent raccorder nos centrales qui sont de plus en plus éloignées des points stratégiques du réseau, parce qu'au fur et à mesure où on développe les énergies renouvelables et notamment le solaire, les meilleurs terrains ont déjà été pris, et puis au fur et à mesure on va avoir tendance à s'éloigner un petit peu des postes sources, et donc les coûts de raccordement augmentent. Et les coûts de raccordement aujourd'hui, nous, ce qu'on observe sur la plupart de nos centrales, sont supérieurs au coût des modules, au coût des panneaux solaires. Et alors l'autre sujet qui permet d'expliquer aussi le coût de production qui a quand même fortement augmenté depuis 2022 sur la production du solaire. Pourquoi on est passé de 55 € du mégawattheure à 82 € du mégawattheure au dernier appel d'offres, c'est certainement les coûts du financement. On était à un financement qui était quasi nul ou zéro plus il y a 2-3 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à des financements qui vont nous coûter 4,5% all-in. Enfin, donc les problèmes qu'il y a dans la construction, l'immobilier, le logement, on les retrouve aussi sur la construction de nos infrastructures. Donc quelque part, c'est ce qui explique aussi le coût de production. Alors, la Creux a bien réfléchi aux appels d'offres, a mis une formule d'indexation en marche et a prévu qu'effectivement, si demain les coûts de financement baissent, le prix de 82 € baisse aussi. Et c'est ce qu'on commence à voir apparaître sur les projets qu'on a gagnés il y a un an. Quand on avait gagné à 85 € le mégawattheure, un an après, quand on lance la construction de la centrale, le tarif est revu à la baisse pour tenir compte de la légère baisse des taux d'intérêt qu'on a pu observer depuis un an. La baisse, ça veut dire combien ? Là, on a on passait en 3-4 €. Non, le calcul, il est fait en fonction du taux qui est applicable au moment où on va financer la centrale et où on va lancer la construction, donc un an avant la mise en service. Mais même si c'est modeste, ça fait quand même 5%, donc ça reste important. Mais là, c'est pour montrer que c'est quand même bien fait et que ça permet de suivre les évolutions et qu'il n'y a pas de surprofit on ne profite pas d'un effet d'aubaine sur le marché avec une baisse de taux, quoi. C'est assez transparent pour nous. Merci. C'est bon ? Sur les panneaux chinois, moi, j'aurais quand même apporté... On va passer là. Je vous laisse terminer rapidement et on passe rapidement à nos collègues pour des questions. Juste, moi, on est bien sûr très favorable à la construction de Gigafactory en France. Je pense que EDF a rappelé les difficultés à faire fonctionner Photowatt ces dernières années. David a rappelé que l'État chinois avait investi 50 milliards dans des usines de grande capacité. Aujourd'hui, il se produit 360 gigawatts de capacité de modules en Chine et la moitié sont absorbés par le marché chinois. Ce qui est important dans la technologie du panneau solaire, c'est la recherche et le développement pour gagner en efficacité et pour produire des panneaux qui sont de plus en plus efficaces. Et donc forcément, quand vous avez des usines qui sont capables de produire autant de gigawatts,
les propriétaires des usines, enfin les fabricants de panneaux solaires, sont capables d'investir plus en recherche et développement qu'une usine de 5 gigawatts qui sera en France, même avec tout le soutien que l'Europe ou la France pourrait apporter. Il y a un risque de course à la technologie qui va être assez compliqué. Et c'est un peu un point d'alerte que je veux avoir ici. Hein. On ne fait pas la course avec les mêmes volumes quand on fait une gigafactory de 5 gigawatts à Fos-sur-Mer ou à Sarreguemines comparé à ce qui se fait en Chine quand trois gros producteurs ont des capacités de 100 à 150 gigawatts chacun. Merci. Daniel Salmon. Oui, merci Monsieur le Président. Merci pour vos exposés. Moi j'ai des chiffres en grammes par kilowattheure qui vont de 25 grammes par kilowattheure si le panneau est produit en Europe, en France plutôt particulièrement, et 45 si c'est produit en Chine, comparé à 800 grammes par kilowattheure si c'est du charbon. Donc voilà, c'est les ratios que j'ai. Effectivement, on a une industrie du solaire, du photovoltaïque qui se développe d'une manière exponentielle dans le monde. Je crois que vous me peut-être contredirez ou confirmerez mes chiffres, mais on a dû installer 415 gigawatts de puissance dans le monde l'année dernière. C'est 30% de plus que l'année précédente, et on estime que dans les années à venir, d'ici 2030, on devrait atteindre très facilement les 1000 gigawatts d'installés. Et donc on ne joue pas du tout dans la même cour que le nucléaire non plus. On est sur des capacités d'installation qui sont énormes, avec à la clé sans doute des baisses de coûts. Donc bon, moi c'est plus de la constatation. Je vois, vous le disiez, les Pays-Bas arrivent à installer, je ne sais plus, 4 gigawatts, là où on en fait 3, voilà, eux ils font 50 000 km², nous on en fait 550 000. Il y a un petit sujet. Donc il y a forcément des rentabilités dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais on a du mal à trouver la rentabilité en France. Donc je pense qu'il manque cruellement une volonté politique depuis des décennies, parce que dans les années 70, on était quand même des précurseurs. On était très très bien placés en France sur le photovoltaïque, comme sur le solaire thermique d'ailleurs, avec Odeio et avec Thémis. Et je pense qu'on a vendangé toute notre avance, et aujourd'hui on voit bien que les Chinois ont pris le dessus et qu'on fait la course à l'arrière. Ce qui est bien dommage. Pour revenir un petit peu sur les productions, vous avez bien dit que vous pariez plus, Monsieur Decamps, sur la flexibilité que sur le stockage. Parce que pour vous, on n'a pas le modèle économique aujourd'hui pour avoir un stockage qui soit pertinent, parce que l'idéal, puisqu'on a cette forte production en milieu de journée, en cloche comme on le disait, c'est d'arriver à déphaser de 24 heures pratiquement. Aujourd'hui, si je comprends bien, les batteries, on arrive à déphaser de quelques heures. Où est-ce qu'on en est sur ce stockage un peu plus précisément, parce que là, ce que vous nous avez dit laisse entendre que c'est pas là qu'on doit chercher en priorité. Et pourtant, spontanément, on se dit que voilà, il faut arriver à avoir que cette production qui est diurne puisse nous servir aussi d'une manière un peu plus élargie sur la journée. Merci. Répondre, on va prendre les autres questions. Madame Sempé et Monsieur Mandelli après. Merci, Président, Monsieur le rapporteur. Merci, Madame, et merci, Messieurs, pour d'avoir accepté de répondre à nos questions cet après-midi. Moi, j'avais trois domaines que je voulais évoquer, mais le premier, vous en avez longuement parlé, c'est donc la dernière question, problématique du stockage, recherche et développement, la flexibilité, ce que j'appelle l'équilibrage. Bon, vous y avez longuement répondu, donc je n'y reviens pas dessus. Moi, j'ai quand même aussi, en recherche et développement, une autre question sur la fin de vie des panneaux photovoltaïques. Est-ce que vous avez avancé? Est-ce qu'on a avancé? Est-ce qu'on avance en France?
j'ai l'impression que moi je n'entends jamais de recherche révolutionnaire qui nous apporterait des réponses à nos questionnements, puisque ça fait partie d'un questionnement important quand même quand on utilise les panneaux photovoltaïques. Donc où est-ce que vous en êtes? Où en est la recherche là-dessus? Est-ce que vous pouvez m'apaiser et nous apporter des réponses? Et simplement, je voulais en troisième partie de mon intervention, je voulais vous faire une remontée d'informations parce que c'est important aussi que vous sachiez comment se passe la vraie vie sur les territoires. Je suis sénateur d'un département du sud-ouest de la France, des Pyrénées-Atlantiques, et je suis saisie régulièrement actuellement par des agriculteurs qui ont accepté, alors vous avez dit madame, c'est une question de confiance effectivement entre l'opérateur et les producteurs et le monde agricole. Et aujourd'hui, beaucoup, mais je dis beaucoup parce que j'ai beaucoup de remontées négatives d'agriculteurs qui me disent que EDF, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais je cite EDF parce qu'on m'a cité EDF, voilà, donc je ne parle que de ce que je connais. EDF a des retards de 6 à 8 mois, dans le paiement de la rente électrique. Et parallèlement, ces mêmes agriculteurs sont confrontés aux échéances de leur banque, de leur remboursement de prêts, et ça les met aujourd'hui en grande difficulté financière. Donc, je voudrais quand même vous faire remonter cela. J'aurais concrètement, je pourrais vous apporter des noms des dossiers, des positionnements géographiques, etc. Mais il ne faudrait pas que ce capital confiance instauré, institué, se perde au fil des jours au détriment du monde agricole, parce que je suis une militante aussi, comme mes collègues, du photovoltaïque dans le monde agricole. Mettre en place des virements automatiques. Hein. Merci, M. Mandelli. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous faire gagner du temps. Je vais répondre à la question sur le recyclage, puisqu'il y a un éco-organisme qui s'appelle Soren, qui existe depuis un bon moment. Et il y a 3 unités au moins en France qui, à la fois, collectent et traitent les panneaux qui sont recyclés à hauteur de 97 ou 98% aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de participer à l'inauguration à côté d'Aix-en-Provence il y a quelques années par une première mondiale qui était organisée par Veolia. Donc la question revient souvent sur ce volet. Je pense qu'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de sujet sur le recyclage des panneaux. Moi, j'ai 3 questions très rapides. Quelle est la part d'autoconsommation? Alors, je précise, j'étais rapporteur de la loi d'accélération des énergies renouvelables et donc on avait intégré dans nos priorités l'autoconsommation, les PPA et puis un certain nombre d'autres sujets, mais ces 2-là que vous avez évoqués sont importants. Quelle est aujourd'hui la part d'autoconsommation sur les projets? Pas seulement des particuliers évidemment, mais puisque c'est l'essentiel, mais aussi pour les entreprises qui de plus en plus utilisent leur toit. Je pense aux entrepôts de logistique et autres qui sont à plus de 5 millions de mètres carrés en prévision. Quelle est cette part d'autoconsommation aujourd'hui? Quelle est la part des PPA dans la production globale? Et puis, j'ai posé la question hier aux acteurs de l'éolien, quelle est la part de fiscalité dans le prix de sortie? Bien sûr, il y a l'IFER, etc. Mais quelle est cette part de fiscalité? Parce qu'il faut aussi qu'on l'ait en tête. Parce qu'effectivement, il y a des aides d'État pour aider à produire ou à mettre en place. Et puis ensuite, il y a de la fiscalité qui revient au local pour l'essentiel. Donc voilà, il y a peut-être un équilibre à trouver sur ces 2 volets, puisque l'État, en fait, finance pour ensuite permettre à des collectivités locales de... Voilà. Donc, voici mes 3 questions rapides. Ok, on vous donne la parole pour répondre à ces 3 questions. Qui commence? Qui le souhaite? Il n'y a pas d'obligation. Monsieur Gréau? Oui, je peux commencer en remerciant le sénateur Mandelli pour la réponse sur l'éco-organisme Soren, effectivement, qui a collecté... il nous a fait gagner du temps, on le remercie. Il nous a fait gagner du temps, qui a collecté en 2022, je n'ai pas encore le chiffre 2023, mais qui a collecté 4000 tonnes de panneaux. Donc voilà, on a quand même un éco-organisme qui fonctionne et qui aurait même tendance aujourd'hui à la fois à s'inscrire dans une dynamique de réemploi,
avant d'aller recycler les panneaux, de pouvoir les réemployer, les recertifier pour pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est la démarche qui est en cours, mais qui aussi, pendant un temps, souffrait de manque de matière, puisque les panneaux restaient sur les toits ou au sol et continuaient à produire. Donc voilà, il y a aussi cette mise en place. Ils sont là pour le long terme, hein, les panneaux sur... Les questions, s'il vous plaît. Alors, je vais répondre peut-être sur Madame Simpé, la question des agriculteurs, c'est, je pense, une question de retard de contractualisation. En fait, c'est le EDF obligation d'achat, qui n'est pas EDF ENR hein, ou EDF renouvelable. C'est EDF obligation d'achat qui exerce la mission d'achat pour le compte de l'État, qui effectivement a des délais de signature du contrat et donc finalement du premier versement pour les particuliers comme pour les agriculteurs, qui parfois effectivement sont anormalement longs. C'est des cas que nous on remonte, en tout cas en tant que syndicat professionnel, dans nos échanges avec EDF obligation d'achat régulièrement. Je me permets juste une micro-intervention, comme ça on clôture ce sujet-là. Donc effectivement, c'est en réalité, on en est bien conscient. Les moyens sont mis en place pour essayer de trouver une solution à ça, et en tout cas on vous apportera des chiffres par écrit sur le sujet. Mais on en a conscience. Merci. Avec peut-être un aspect complémentaire sur ce point d'EDF obligation d'achat. Aujourd'hui, on a un double mécanisme, un mécanisme d'achat obligé pour le compte de l'État, mais avec en plus un acteur unique monopolistique, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs dans les pays européens, et qui finalement... il y a des mécanismes d'achat obligés, je pense à l'Espagne par exemple, des mécanismes d'achat obligés qui portent sur plusieurs acteurs ou sur différents acteurs, et notamment par exemple sur le fournisseur de l'électricité. Si je suis producteur d'électricité solaire, c'est mon fournisseur auprès de qui j'ai passé un contrat pour acheter de l'électricité qui sera tenu de me reprendre mon surplus quand je suis autoconsommateur. Donc voilà, c'est d'autres mécanismes qui aboutissent au même résultat, mais voilà, il y a peut-être effectivement un peu de réflexion à avoir sur ce mécanisme aujourd'hui qui va devenir de plus en plus problématique entre guillemets à mesure que le nombre de contrats augmente. Enfin, il faut avoir conscience que l'année passée, Enedis a raccordé plus de 200 000 installations. C'est 2 fois plus que l'année d'avant. Donc autant de contrats en bout de course. Donc voilà, on a cet engorgement qui va arriver et qui nécessite à la fois d'automatiser les choses, peut-être de simplifier pour tout le monde, pour celui qui émet le dossier futur producteur, comme pour celui qui le reçoit et qui doit le contrôler avant de pouvoir signer le contrat. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on travaille et sur lesquelles il faut qu'on continue à travailler avec Enedis pour le volet raccordement et avec EDF obligation d'achat pour le volet contrat d'achat. Ensuite, Monsieur Mandelli, la part d'autoconsommation sur les projets, je voulais vous répondre, mais en étant sûr de ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, en termes de volume d'autoconsommation, l'année passée, c'est un tiers à peu près du volume raccordé qui était en autoconsommation. C'est 1,2 gigawatts l'année dernière sur les 3,2 qui ont été raccordés, qui sont en autoconsommation, avec ou sans surplus, et sur toutes les tailles de projet. Là, pour le coup, c'est pas uniquement les petits et les... Voilà, c'est 1,2 gigawatts sur toutes les tailles de projet du domaine Enedis. Il n'y en a pas eu sur le domaine RTE l'année dernière, c'est des domaines de tension différents. Mais en tout cas, voilà. Et c'est des projets qui sont effectivement portés beaucoup par les particuliers, en nombre, sur des projets petits, mais aussi portés par des industriels ou par des professionnels, et aussi par des collectivités territoriales. Et je pense qu'il est important de le rappeler ici au Sénat, on a aujourd'hui des collectivités territoriales qui s'engagent dans de l'autoconsommation individuelle ou collective, parfois qu'on appelle patrimoniale, dans la mesure où c'est de l'autoconsommation qui va alimenter plusieurs bâtiments de la commune ou de l'EPCI. Donc finalement, c'est de l'autoconsommation individuelle, mais qui passe par le réseau pour alimenter plusieurs bâtiments du même propriétaire. Mais justement parce que autoconsommer aujourd'hui, c'est garantir sur le long terme des tarifs pour une partie de sa consommation. Et c'est là où j'étais pas sûr d'avoir bien compris votre question. Effectivement, l'autoconsommation aujourd'hui, c'est une partie des besoins électriques. Ça n'est pas 100% des besoins électriques qui sont couverts par l'autoconsommation. Et en tout cas, il ne faut surtout pas faire croire ça. C'est une partie des besoins électriques qui sont couverts. Voilà, sur le volume global, l'an passé, on est à peu près sur un tiers du volume global qui était en autoconsommation, et c'est en très forte hausse, très clairement. C'est en très forte hausse. Et après, un dernier point, peut-être avant de laisser la parole sur les questions
les questions de fiscalité, il n'y a pas que la fiscalité, il y a aussi toutes les bonnes idées ou moins bonnes idées sur lesquelles on est embarqué en tant qu'acteur du réseau électrique et du système de production électrique. Une bonne idée, par exemple, qui a émergé ici au Sénat sur la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables, qui est le partage de valeur. Partage de valeur a été mis en place finalement pour faire contribuer sur le territoire les futurs producteurs à la vie du territoire. Maintenant, c'est un peu déjà le rôle de l'IFER. Du point de vue qui est le nôtre, c'est déjà le rôle de l'IFER, puisque l'IFER redistribue sur les territoires. Donc finalement, on a ce partage de valeur qui va venir en complément de l'IFER, en étant une taxe unique, entre guillemets, taxe, j'emploie un mot impropre à dessein, en tout cas une contribution unique au moment du lancement du projet versus un IFER qui lui va être sur toute la durée de vie du projet. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il faut faire attention du point de vue des collectivités territoriales que ces ressources nouvelles qui leur sont affectées, et notamment l'IFER, ne se traduisent pas par des baisses de leur dotation globale de fonctionnement, puisque c'est de la ressource affectée. Et donc finalement, moi, pour échanger beaucoup avec les développeurs solaires qui sont adhérents d'Enerplan, c'est en tout cas un discours qui n'est pas dans c'est quelque chose, l'IFER, qui n'est pas dans le discours commercial. On ne va pas voir les développeurs ne vont pas voir les collectivités en disant vous allez bénéficier de l'IFER, parce qu'on sait très bien que derrière, l'effet de bord peut être que la DGF va baisser à due proportion. Et donc voilà, c'est ce que me disent les développeurs. Certains l'ont gardé dans leur discours commercial. Sur le terrain, c'est évoqué. Concrètement, c'est évoqué. Concrètement, c'est évoqué. C'est une ressource pour les collectivités. On a travaillé d'ailleurs sur l'année passée. Ça n'a pas pu être mis en place au titre du dernier projet de loi de finances, mais sur une meilleure ventilation de l'IFER. Ça a été fait pour l'éolien. On a demandé à ce que ce soit fait également pour le solaire, justement pour mieux bénéficier aux communes et aux EPCI d'implantation. Mais voilà, ça n'a pas encore abouti. Ça, j'espère, aboutira à un moment ou à un autre. Merci. Peut-être juste sur les... effectivement. Excusez-moi, Daniel Salmon, tu as eu la réponse à ta question? Comment? Tu as eu la réponse là? C'est monsieur oui. Bon, ok, oui, d'accord. Allez-y, madame, pardon. Alors, juste pour répondre aux deux derniers points sur la part de PPA, la partie de fiscalité, l'impact sur le prix de sortie. Donc, quand aujourd'hui vous évoquez les PPA, j'imagine que vous évoquez ce qu'on appelle les corporate PPA. Donc, il faut garder en tête, notamment en France, parce que c'est pas du tout le cas des États-Unis, que c'est un marché en forte croissance, néanmoins émergent comme je l'expliquais avant, parce qu'en fait, on a eu une explosion en fait en 22 pour les raisons que tout le monde connaît. Donc, parler déjà de part de PPA, c'est un peu prématuré parce que d'ailleurs, ça porte beaucoup sur des installations qui vont être mises en service. Donc aujourd'hui, si je regarde mon chiffre d'affaires, la partie venant de corporate PPA, elle est encore minime, elle est destinée à croître, mais c'est quelque chose qu'il faut regarder vraiment dans le moment actuel, qui est un moment de naissance en fait de cela. Ce qui est sûr que l'attention vers ces types de PPA est importante, donc elle va être destinée à croître. Pour ce qui est là... Excusez-moi madame, sur cette question spécifiquement, quelle est la part des PPA en cours par rapport au volume d'investissement réalisé? C'est un peu la même réponse, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, à mon échelle, les investissements sont les investissements de construction en fait de parcs, et comme il s'agit d'une activité qui passe par une forme de contractualisation, parce que c'est un contrat qu'on signe en fait avec l'acheteur, l'attention s'est matérialisée. L'attention de la part des industriels s'est matérialisée l'été 22, donc le temps de contractualiser. Nous, on a fait un communiqué de presse juste fin d'année en disant qu'on avait signé ces 600 mégawatts en fait de corporate PPA. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir l'unité de mesure à mégawatts. Donc aujourd'hui, mes prochains investissements à venir en termes de corporate PPA, c'est 600 mégawatts. C'est juste qu'ils seront échelonnés. Combien ça va être 600 mégawatts sur les 3-4 prochaines années. Sur un total de combien? Sur un total de 2,5 à peu près.
grosso modo. Donc c'est une part qui est destinée à devenir importante, mais il ne faut pas la regarder à aujourd'hui 2023, il faut la regarder effectivement sur la durée. Après, on peut tout simplement regarder d'autres géographies comme les États-Unis qui sont partis il y a 5, 6, 10 ans sur le même sujet et qui nous éclairent la voie. Sur le sujet de la fiscalité, donc les taxes, nous on les prend dans ce qu'on appelle les OPEX, donc les dépenses en fait d'opération de nos infrastructures. Donc sur des chiffres actuels, donc d'à peu près 5 000 euros du mégawatt par an de OPEX, donc OPEX récurrent, un quart, donc disons 6 000 euros pour faire chiffre rond, c'est des taxes. Comme vous êtes intéressé pas uniquement à la partie OPEX, mais à la partie impact sur le LCEI, à partir du moment où on dit que les OPEX sont à peu près, je fais toujours chiffre rond, 40% du LCEI, on se retrouve avec à peu près 8 euros du mégawattheure qui sont en taxes. N'hésite pas d'ailleurs à me corriger si n'hésitez pas à me corriger si vous avez d'autres chiffres. C'est des ordres de grandeur. Bien évidemment, le LCEI d'un petit parc dans le nord n'est pas le même LCEI d'un petit parc dans le sud. Donc chiffre moyen d'un projet. Mais en tout cas, un quart de taxes sur les OPEX, et les OPEX constituant 40% du LCEI, c'est à peu près vrai. Donc après, tout dépend du LCEI spécifique. Allez-y. Monsieur Decamp ou monsieur... Alors, j'ai pas de réponse pour décaler l'utilisation de la production de la cloche solaire vous parliez de 24 heures, mais je pense qu'il vaut mieux le décaler de 12 heures. Voilà. Non, en revanche, ce que je peux dire, c'est effectivement la cloche solaire a un impact, notamment sur notre marché, notamment quand en Espagne, les grandes centrales se mettent à produire énormément d'électrons. C'est à ce moment-là qu'on voit les prix devenir un petit peu négatifs, ce qu'on a pu observer au mois d'août et au mois de septembre l'an passé. Et donc, cet écart, ce que je disais tout à l'heure, il faut un écart entre le prix négatif et le prix positif qui soit suffisant pour justifier l'investissement dans une batterie. Et là, la batterie, pour décaler de 12 heures, il faudrait une batterie qui a au moins une profondeur de 4 heures de stockage. Et une batterie de 4 heures de stockage, c'est un investissement colossal. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé l'équilibre économique sur le marché européen. On commence à le voir un petit peu en Australie, dans les pays qui ne sont pas interconnectés. Cependant, nous, chez Enerplan, on a la réflexion de se dire c'est peut-être des changements d'usage qu'il faut opérer. Si les prix sont négatifs à midi, c'est peut-être le moment de charger les voitures et de rouler gratuit. Et côté RTE, ils ont une réflexion qui est plutôt de dire s'il y a trop de prix négatifs, il faut peut-être inciter nos producteurs à découpler les centrales pour pas trop engorger le réseau et pas trop le mettre en tension. Donc, et ça revient quelque part un peu moins cher que d'acheter des batteries de 4 heures qui auraient juste pour bénéfice de décaler l'utilisation en soirée. Voilà. Donc c'est plutôt de travailler sur les usages plus que sur l'installation de batteries et de surinvestir. Ouais, effectivement. Et c'est un prix exorbitant, 4 heures de stockage. Vous pouvez préciser un peu qu'on ait des ordres de grandeur? J'ai pas le chiffre là, mais je vous enverrai le prix d'une batterie 1 heure, 2 heures et 4 heures. Ouais. Pour que vous voyez un petit peu la différence. Les batteries 1 heure, c'est vraiment du soutien de fréquence sur le réseau. Les batteries de 2 heures, c'est pour adresser un marché qu'on appelle la réserve secondaire. Et les batteries 4 heures, c'est vraiment pour décaler la production, enfin consommer vraiment consommer plutôt en soirée et décaler la capacité. Oui, Daniel. Oui, juste une question toujours sur ce déphasage, pas de 24 heures. Il y a les technologies de sel fondu qui permettent de faire de la production d'électricité avec un décalage, puisqu'on fait fondre les sels pendant la journée avec du solaire thermique d'ailleurs, bien souvent, et la nuit, eh bien, on se sert donc de ces sels fondus pour faire de l'électricité. Je sais que c'est une technologie qui existe en Espagne. Est-ce que vous avez
Est-ce que vous avez des informations sur cette technologie? Alors moi, je ne connais pas cette technologie. Ah bon. Tu veux prendre sur... Mais on va laisser... Bon, allez-y. Sur la partie thermique, si tu voulais... Allez-y. Non, mais... Non, mais on a des enjeux de stockage, effectivement, de toute façon, sur la chaleur comme sur l'électricité. Et effectivement, sur le thermique, on sait plus facilement stocker de la chaleur, y compris en géothermie, et y compris sur du décalage un peu plus long. Après, juste pour compléter là-dessus, et ça rejoindra aussi un peu la question des PPA, la question de la cloche solaire, elle est aussi anticipée, notamment en autoconsommation, parce que l'idée de l'autoconsommation, c'est de faire une installation qui soit la plus adéquate possible avec les besoins de consommation ou du ménage ou de l'entreprise ou de la collectivité qui va être productrice. Et ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui en autoconsommation, c'est des installations qui ne vont pas être là pour maximiser la production des panneaux solaires, donc pas forcément orientés plein sud, etc., mais plutôt en est-ouest, de manière à maximiser la plage d'utilisation dans la journée des panneaux solaires et pas uniquement leur production à un instant T. Voilà, de manière à justement lisser un peu cette cloche solaire voilà, sans forcément recourir à du stockage. Après, sur le stockage, et je crois que ça a été rappelé aussi dans l'audition éolien hier, un des sujets aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas d'objectif de stockage qui a été donné pour la métropole. Il y en a parfois en ZNI, il y a eu des appels d'offres avec stockage. Donc ZNI, dans nos barbarismes, c'est nos territoires d'outre-mer, hein, donc c'est les zones non interconnectées. Donc il y a eu des appels d'offres solaires plus stockage ou des appels d'offres aujourd'hui stockage pur qui se font dans ces territoires. Il n'y en a pas eu en métropole. La possibilité a été introduite dans la loi, mais pour l'instant, comme on n'a pas d'objectif, on ne sait pas lancer un appel d'offres du côté de l'État. Et dernière petite remarque sur la question des PPA. En fait, il y a une forme de PPA qui ne dit pas son nom aujourd'hui dans les entreprises, qui est l'autoconsommation. Finalement, on a une partie de PPA qui peut exister dans d'autres technologies de production d'électricité renouvelable, notamment l'éolien, qui est obligé de transiter par le réseau puisque obligé d'être éloigné des bâtiments, qui pour certains industriels se fait par de l'autoconsommation. Je mets sur mon toit ou sur mon parking ce dont j'ai besoin. Voilà, et c'est une forme de PPA qui dit pas son nom puisqu'on paye le capex et pas forcément du kilowattheure. Voilà, ce qu'il faut sans doute un peu aussi les chiffres du côté des PPA solaires. Juste un dernier point sur la partie flexibilité. Donc, c'est parfois un peu de la sémantique, parce que quand on reprend les scénarios 2050 d'RTE, dans ce qu'on appelle le bouquet de flexibilité en 2050, il y a bien tous les moyens. Donc, la flexibilité de la demande, ce qu'on appelle le véhicule to grid, donc la partie voiture, donc des batteries en fait qui sont en mouvement et qui ne sont pas stationnaires, et la partie notamment de batteries stationnaires, qui est celle, je pense, qui faisait l'objet de la discussion. Mais il ne faut pas oublier que le véhicule to grid, donc les voitures sont des solutions en fait de stockage. L'équilibre entre les différents moyens de production dans les différents scénarios, je pense que le RTE est le plus à même de le décrire de manière crédible et précise. Et on voit qu'effectivement, quand on prend, si on se concentre sur les scénarios dans lesquels il y a une partie de nouveau nucléaire, donc en ligne avec le futur énergétique de la France, le premier moyen de flexibilité est bien celui de flexibilité de la demande, qui varie entre 13 et 15 gigawatts, qui est effectivement le plus important. Si on regarde les batteries, donc là, uniquement la partie stationnaire, elle varie entre 1 et 9 gigawatts. Et après, on a la partie du véhicule to grid, qui est à peu près à 2 gigawatts. Donc je pense que c'est vraiment les meilleurs chiffres qu'on peut prendre et qui nous disent d'ailleurs que, c'était un peu mon propos initial, les capacités le bouquet de flexibilité s'analyse vraiment à la maille d'un scénario et pas à la maille d'un stockage versus du solaire, parce que la configuration de la demande et de la production en face selon les différents profils a un impact immédiat sur ce qui est les flexibilités. Donc encore une fois, comme l'a répété RTE dans la même enceinte, ça se regarde au niveau du scénario. Merci. J'aurais deux thèmes de questions. Hier, on s'est livré un petit calcul concernant l'éolien et on était d'accord avec les personnes auditionnées pour dire qu'on était dans un facteur de charge global de l'ordre de 26%, 27%. Pour ce qui vous concerne, dans le photovoltaïque, je suppose que ça varie en fonction des techniques. Hein. On est à quel niveau de facteur de charge? Première question. Deuxième question, à partir de votre écoute
Vous en avez appelé à la nécessité d'une clarification, c'est pas le mot que vous avez employé, c'est le mien, hein, de la stratégie française énergie-climat et notamment concernant la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a des conséquences, et ça a été dit hier aussi, notamment sur la filière industrielle, hein, et sa visibilité à moyen et surtout long terme. C'est un enjeu de souveraineté absolument colossal. On ne l'a toujours pas, cette stratégie, ni cette PPE. Quand on regarde la problématique photovoltaïque, on est dans un rapport de 1 à 3 suivant l'hypothèse de mix énergétique que l'on retient. On est à un facteur multiplicatif de 7 si on retient le scénario N03 de RTE, 50% de nucléaire, 50% de ENR. Et dans l'hypothèse où la part de ENR est la plus importante, on est à un facteur multiplicatif de 22. Donc ma question, vous travaillez aujourd'hui indépendamment de ce cadre, puisque le cadre n'est pas, en tout cas il est ancien, il n'a pas été actualisé, il aurait dû l'être en 2023. Est-ce que je suppose à votre écoute que voilà, c'est quand même gênant de ne pas savoir dans quel cadre on se situe. Voilà, donc je voudrais savoir si vous voulez vous exprimer là-dessus ce qu'il en est, et corrélativement à cette question du volume très important de photovoltaïque à installer sur le territoire, comment percevez-vous à ce stade la manière dont les choses se passent sur le terrain? Parce que moi j'observe certaines choses, notamment dans mon département, le Gers en l'occurrence, ça se présente de manière assez compliquée, un peu confuse. Pas forcément du fait des opérateurs que vous représentez, que vous êtes, mais les choses sont, méritent quand même d'être précisées pour rentrer dans une forme de processus, pas industriel, mais territorial et efficace dans votre intérêt aussi en tant qu'installateur, en tant que producteur. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous exprimer là-dessus pour nous donner à la fois votre sentiment, si vous souhaitez le livrer, mais au moins vous dire ce que vous attendez justement de cette planification territoriale pour optimiser vos propres processus industriels d'installation. Merci. Vous avez la parole. Madame Gentile-Lati. Alors, j'ai commencé à peu près à apporter des premiers éléments de réponse, mais n'hésitez pas à compléter. Je pense que le facteur de charge, on prend la plus simple tout de suite. On peut dire que le moyen, c'est à peu près 15%. Donc, je ne vous refais pas la théorie du facteur de charge par rapport au maximal qui est en laboratoire et la réalité qui est le soleil le jour et pas la nuit. Donc, 15% avec des améliorations, bien évidemment, technologiques qui ont eu lieu et qui continueront d'avoir lieu. Sur la clarification de la stratégie et pour notamment une filière industrielle, 100% d'accord. Donc effectivement, c'était mon propos initial. La planification, c'est le temps long. L'industrie, c'est le temps long. Il nous faut cette planification. Après, c'est bien au pouvoir public de décider. En tout cas, on contribue en tant qu'opérateur, en tant que syndicat, très fortement. On a contribué, on va continuer de contribuer pour effectivement porter nos ambitions à la matière, les ambitions globalement de décarbonation du mix, mais je ne peux pas me prononcer vraiment davantage si ce n'est que de dire que c'est fondamental d'avoir une planification, effectivement. Le point que je n'ai peut-être pas complètement compris sur la question, vous évoquiez des scénarios de multiplication entre x7 et x22 sur le solaire. La question est de dire si on est capable de les livrer, c'est ça ? Oui, la question c'est que voilà, il y a un volume d'installation quand même considérable dans un laps de temps à horizon 2050. Je me réfère simplement à l'étude de RTE qui est considérable. Donc dans un cas on est à x7, c'est déjà beaucoup, x22 n'en parlons pas. Et comme on ne connaît toujours pas le scénario qui a été retenu, voilà, je pose la question, quoi. Bien sûr, nous avons des pipelines de développement. Je parle pour EDF Renouvelable, c'est sûrement le cas pour Neoen, qui est notre leader du marché. Donc nous avons des développements, ce qu'on appelle de pipelines, donc de portefeuilles de projets qui sont extrêmement importants. L'agri-PV, donc dont le cadre est en cours de discussion, donnera un axe de développement
extrêmement important. Je rappelle que quand on parle je prends les 140 gigawatts du secrétaire de la planification énergétique à 2050, comme ça je m'extrais un peu des RTE, mais après on retrouve nos chiffres selon les scénarios. En fait, ces 140, cet objectif, quand on le décline en surface agricole, c'est 1% de la surface agricole. Donc ça vous dit qu'en fait, il y a plein de places, il y a plein de développeurs, on a des portefeuilles de projets qui sont extrêmement importants et on a plein de projets d'ailleurs qui sont aujourd'hui en cours d'instruction et l'AgriPV demain sera un axe de développement extrêmement important compte tenu effectivement de la surface disponible. Après on peut revenir sur les enjeux si vous voulez de l'AgriPV, mais en tout cas je ne vais pas me prononcer sur quel scénario par rapport à x7 ou x22. Ceux avec les OPR sont clairs et la filière sera là pour délivrer et les filières industrielles, sans parler des origines, seront également là pour délivrer les panneaux. Donc il n'y a pas de problématique à se faire à ce niveau. Sur le terrain, donc comment ça se passe ? Et vous dites qu'on a une industrie qui est capable de fournir, c'est ça ? Alors aujourd'hui, sur quelle hypothèse de x7 là Alors aujourd'hui, la France, quand on prend aujourd'hui le développement du photovoltaïque dans le monde, la France représente 1% en fait des capacités installées dans les énergies renouvelables. Donc ça veut dire qu'il y a une industrie derrière qui absorbe 100. Donc on vous multipliez x7 ou x22, quelque chose d'aussi petit, plus je vous passe toutes les discussions sur les surcapacités chinoises aujourd'hui qui font que les prix baissent. On n'a pas parlé, comme ça a été le cas, et on comprend pourquoi, de la dimension ressources humaines, compétences, etc. Ça c'est un très bon point. Effectif dans cette filière, puisque voilà, c'est un sujet, je pense. On n'est pas forcément prêt là-dessus. Ah, ça, c'est un sujet fondamental. Vous n'en avez pas parlé, donc c'est un sujet fondamental sur la partie, effectivement, de réindustrialisation. C'est des investissements, c'est des usines, c'est des décisions budgétaires et économiques, mais la partie que vous évoquez sur la formation effectivement de techniciens, d'ingénieurs est fondamentale et celle-là elle est devant nous, absolument. Mes propos n'étaient absolument pas pour la minimiser. Est-ce qu'il y a une démarche un peu comparable à la démarche Excel, c'est comme ça qu'elle s'appelle, pour la filière nucléaire dans ce domaine-là? Tu veux peut-être le prendre en tant que filière ? Je peux prendre ce point, effectivement. L'enjeu de formation est un enjeu fondamental, effectivement. Mais non, on n'a pas aujourd'hui de grand plan de formation comme ça a été fait pour les réseaux ou pour le nucléaire. Effectivement, les entreprises de réseau ont lancé une grande campagne de formation, recrutement à terme. Le nucléaire l'a fait également, y compris en finançant des formations. Et je pense qu'on en aura besoin dans les énergies renouvelables de manière générale, et pas que le solaire. Mais aujourd'hui, c'est un grand enjeu, à la fois de former des professionnels destinés à faire du photovoltaïque, voilà, que ce soit leur métier, mais aussi simplement que le métier de base d'électricien ou de couvreur à des niveaux BEP, CAP, intègre des compétences photovoltaïques, puisqu'on va se retrouver dans un monde où un électricien qui interviendra... Et on en est où là, aujourd'hui ? On parle là ? On n'en est pas encore là. Ça doit justement entrer dans les... On le fait, il y a des écoles de formation qui se lancent vous travaillez avec l'ensemble donc des entreprises concernées, vous travaillez avec l'État là-dessus. Quelle est la démarche qui s'esquisse collective là, pour être efficace le plus rapidement possible? On travaille essentiellement avec les régions aujourd'hui qui sont compétentes pour la formation professionnelle. Oui. Voilà. Et donc c'est à ce niveau-là qu'on travaille. Il faut que ça intègre globalement, enfin de notre point de vue, que si le solaire doit devenir une évidence énergétique, il doit aussi être une évidence dans la formation de ces techniciens dedans. Ok, merci. Je vous ai coupé, Madame Gentilier. Aucun problème, j'allais prendre la partie sur le terrain. Excusez-moi. Aucun problème. Non, mais c'était bien que ce soit Enerplan, je pense, qu'ils prennent cette réponse. Comment ça se passe sur le terrain ? Ça se passe selon la qualité du développement qu'on y met, j'ai envie de dire. Je parle pour ce qui me concerne, donc EDF Renouvelable. La concertation est l'ADN, en fait, de notre développement. Quand je parle de concertation, c'est pas juste de l'information des riverains, mais c'est le fait de co-construire un projet de territoire
et cela depuis le début. C'est des réunions d'information, le fait d'intégrer toutes les parties prenantes du territoire, qui soient pour le projet ou contre le projet, pour co-construire ce projet ensemble. Ce qui est important, ce que j'évoquais dans mon propos liminaire, c'est effectivement le récit qu'on doit porter. Et si je peux apporter également un retour terrain, un peu de changement de vision, je trouve que la nature des oppositions qu'on avait il y a quelques années a complètement changé, et en volume et en sous-jacent, dans les dernières années. Avant, quand on regardait une éolienne, un panneau photovoltaïque, c'était une installation qui arrivait pour produire l'électricité, on ne comprenait pas trop bien pourquoi. Aujourd'hui, derrière un parc photovoltaïque, une éolienne, on voit, quand je dis on voit, c'est le riverain, voit beaucoup de choses qui sont, comme je disais, effectivement, c'est des emplois qui sont locaux, non délocalisables. C'est une production qui est là et qui est visible, parce que l'enjeu de l'invisibilité, en fait, ce qui est aujourd'hui invisible, c'est les fossiles qu'on importe. Après ce qu'on a passé et qu'on continue de passer avec la guerre en Ukraine, cela est devenu visible, non pas devant notre champ, mais en fait à la télé et dans les mentalités de tout le monde. Donc aujourd'hui, il y a un changement de mentalité qui, je préfère le voir, c'est de la souveraineté, c'est de l'indépendance énergétique, c'est de la résilience également, parce que le choc de prix, c'est un choc de prix qui est relatif au gaz, on connaît tous les dynamiques de marché, et donc c'est de la résilience et de la compétitivité de prix. C'est notre métier d'accompagner également cette transition de mentalité. Donc déjà, ça a beaucoup changé. Et pour revenir sur mon propos initial, après, c'est notre travail de bien développer les projets. Il ne faut pas porter un regard naïf. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'opposition, parce que ce serait pas possible en France. Ce ne sera pas possible en France dans les infrastructures, globalement. Mais c'est des projets qu'il faut qu'on accompagne et que, avec des bonnes concertations, peuvent bien se passent bien. Et après, il y a toute la partie des zones d'accélération, de planification que vous évoquiez, toute la concertation obligatoire avec les enquêtes publiques et tout ce qui revient après pour accepter ou pas, en fait, ce qui est finalement un permis de construire pour ce qui concerne le solaire. Très bien, mais écoutez, s'il n'y a plus de demande de parole, d'expression, si, Daniel, seulement. Juste une petite dernière concernant la valeur d'un parc solaire. Quelle est la part qui est concernée par les modules photovoltaïques? Parce qu'on parle souvent de la valeur, la valeur qui est importée, mais la valeur aussi qui est sur le terrain et qui est liée justement à du travail qui est imputable au territoire. C'est-à-dire, on dit souvent les panneaux viennent de Chine et donc c'est complètement... c'est pas dans notre souveraineté nationale. Par contre, il y a une grande part, je crois, dans un parc photovoltaïque qui est du travail qui est fait sur place. De toute façon, il y a déjà tout le terrassement, mais il y a toute l'infrastructure autour d'un parc photovoltaïque. Quelle est la part vraiment des modules dans la construction? 25-30%. Enfin, on peut peut-être rappeler en quoi consiste une installation au sol. Donc, il y a du terrassement, comme vous le disiez. Donc, ça, c'est des entreprises françaises. Il y a des structures. Donc, il peut y avoir des fondations ou pas. Donc, on évite de rajouter du béton parce que ça rajoute du carbone dans le sol. Mais de temps en temps, les sols ne permettent pas de faire autrement, notamment quand on est sur des décharges ou sur des sites un peu problématiques. Nous, on construit des centrales photovoltaïques sur des anciennes mines d'urano, donc on n'a pas le droit de percer la membrane. Et donc là, on est avec des longrines et donc on a des structures béton au sol. Et ensuite, il y a de la structure métallique, c'est de la charpente métallique. Donc c'est assemblé en France. L'acier ne vient pas forcément de France, parce qu'on concentre le focus toujours sur les modules en se disant ces modules sont chinois, mais l'acier n'est pas forcément français, on essaie qu'il soit européen. Il va représenter quasiment un tout petit peu moins que les modules, mais une part non négligeable des travaux. Et puis ensuite, il y a tous les travaux de câblage. Donc il y a d'abord des câbles en courant continu qui vont des modules jusqu'aux onduleurs. Les onduleurs ont été pris d'assaut en termes de marché par les Chinois ces dernières années. Donc aujourd'hui, c'est Huawei qui a quand même, je ne sais pas s'ils sont la majorité du marché, mais avant, on avait des Espagnols, des Allemands qui fournissaient des onduleurs. Les Allemands résistent, mais c'est de plus en plus dur pour eux.
Nous, on avait Schneider aussi en France. Alors, il les faisait fabriquer en Inde, mais on achetait du Schneider, qui quelque part a été une société française. Après, les onduleurs, vous avez du câblage encore pour le courant qui est devenu alternatif pour aller jusqu'au transformateur. Les transformateurs, à une époque, ils étaient faits à Mézières-les-Messes chez France Transfo, chez Schneider, qui a décidé de ne plus en faire, mais peut-être que ça va revenir, on ne sait pas. Donc là aussi, il y a une possibilité de réindustrialiser de ce côté-là, et ça, c'est aussi une forte valeur. Hein. Ça, c'est peut-être... c'est pas le prix des modules, mais c'est peut-être 20% du prix des modules. Donc bon, c'est aussi une valeur qu'on peut ramener en France. Et puis derrière, il y a tout le travail du coup de raccordement de Enedis et RTE, qui eux aussi ont du câblage et eux aussi ont des transformateurs DB pour raccorder nos centrales sur les réseaux. Et donc ça aussi, c'est de la valeur qu'il faut essayer d'industrialiser et de remettre en France. Merci. Peut-être juste un micro-point, effectivement. Ça date de 2018, donc dans l'énergie, ça peut commencer à sembler vieux, mais en tout cas, c'est bien de se refaire à ce qu'il dit la Cour des comptes. Ce qu'on appelle la valeur ajoutée française pour le solaire avait été estimée entre 40 et 50% en 2018, avec les dynamiques de baisse des prix de modules. Celle-là a eu tendance à augmenter, pour le coup, mais je pense que c'est des bons chiffres à retenir pour effectivement éviter de se dire le solaire c'est un panneau, le panneau c'est chinois, le solaire c'est 100% chinois. On en a déjà parlé de tout ça, mais le 40 à 50% de valeur ajoutée française, je pense venant de la Cour de compte, c'est un bon chiffre à retenir. Merci, on finira là-dessus. Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous sur ces sujets intéressants et importants. Merci.